Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle ensemble de la fréquence d'entraînement en fonction des différents muscles. En effet, en musculation, il y a pas mal de mythes, d'idées reçues sur la fréquence à adopter, la fréquence d'entraînement, à savoir faut-il entraîner un muscle une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, voire même tous les jours qui circulent. Et il peut être difficile de savoir où se situe la vérité entre guillemets. En effet, souvent quand on parle des muscles comme les abdominaux, les avant-bras ou les mollets, on peut entendre qu'on peut et qu'on doit les travailler tous les jours parce que ce sont des muscles qui vont récupérer rapidement. Cela part du postulat que ces muscles ont une majorité de fibres lentes. Sans rentrer trop dans les détails, il y a dans nos muscles une répartition un peu différente en fonction des individus entre des fibres lentes et des fibres rapides. Il y a plein de combinaisons différentes, mais je vais rester sommaire là-dessus. Et dans ces muscles-là, les trois que je viens de citer, ces trois groupes musculaires-là, il y aurait une majorité de fibres lentes, ce qui expliquerait que ces muscles récupéreraient plus vite. Ainsi, on pourrait les entraîner tous les jours et justement mieux progresser, mieux prendre des avant-bras, et ce serait une des causes qui expliquerait que, par exemple, certaines personnes ont du mal à développer les mollets, dont je fais partie, ou du mal à développer les avant-bras, dont je fais également partie, ou ont du mal à avoir les abdominaux visibles en dehors de toute notion alimentaire. La vérité, c'est que lorsqu'on fait de la musculation, ce qui a vraiment un potentiel d'hypertrophie, c'est-à-dire de prise de muscle, ce sont les fibres dites rapides. Ce sont celles qui vont s'épaissir le plus, tandis que les fibres lentes ont un potentiel de croissance musculaire beaucoup plus réduit. D'autre part, quand on cherche donc à prendre du muscle, ce qu'on va chercher à faire, c'est solliciter les fibres rapides au maximum. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire pour les solliciter au mieux? Soit on va exécuter ces mouvements à la plus grande vitesse possible. Je vais reprendre les travaux de Zatsiorsky pour ceux qui connaissent, ceux qui sont en STAPS connaissent bien, ceux qui ont lu les livres de Gilles Cometti connaissent bien aussi, et ceux qui ont lu le bouquin directement de Zatsiorsky connaissent encore mieux. Mais il y a trois façons de solliciter ces fibres rapides. C'est faire des exercices à haute vitesse. Donc c'est pour ça que souvent je conseille d'exploser quand on fait ces mouvements, notamment si vous faites des développés couchés en bas, vraiment d'exploser. Si vous faites des tractions, vraiment d'exploser avec ces muscles. Il ne s'agit pas non plus de faire de la danse. Il s'agit également soit de mettre très lourd, c'est-à-dire de faire des séries très courtes, donc entre 1 et 5 répétitions. Ça va solliciter directement les fibres rapides. Et il y a également le troisième facteur qui est de faire des séries mi-longues, mais en forçant suffisamment, en allant proche de l'échec, qui n'est pas l'échec musculaire, mais proche de l'incapacité à faire une répétition supplémentaire, qui va également solliciter les fibres rapides grâce à une intensité de travail plus élevée. À partir de là, en musculation, on a pu déterminer que ce qui permettait pour les pratiquants naturels de musculation, les pratiquants sans dopage, c'était surtout de faire des séries mi-longues, c'est-à-dire en moyenne autour de 10 répétitions, plus ou moins en fonction d'autres facteurs dont on reviendra peut-être dans une autre vidéo sur combien de répétitions de faire en fonction de chaque muscle, de chaque articulation. C'est un sujet passionnant, du moins à mes yeux. Et donc, on s'est rendu compte que en faisant des séries moyennes, c'est ce qui permettait le plus de développer ses muscles. En effet, on sait que pour prendre du muscle, il y a plusieurs choses à prendre en considération. C'est d'une part les charges qu'on soulève, donc qui vont intervenir dans le recrutement musculaire au sein d'un même muscle et au sein également de tous les muscles qui vont participer. C'est le temps sous tension, ce qu'on appelle le stress métabolique, le temps sous tension durant la série, donc que la série soit suffisamment longue et que le temps sous tension soit également suffisamment long durant la séance. Donc c'est pourquoi on fait plusieurs séries et plusieurs exercices comme on en a parlé la semaine dernière. Et enfin, la progression, c'est-à-dire progresser un petit peu à chaque fois. En faisant cela, on va induire, pour l'une des théories qui veut expliquer la croissance musculaire, des traumatismes, on appelle des micro-traumatismes à nos fibres, qui vont se micro-déchirer et ça va permettre une surcompensation, c'est-à-dire que nos fibres vont s'épaissir, nos fibres musculaires vont s'épaissir pour pouvoir supporter un stress plus important à la fois suivante et en quelque sorte être non impacté si on répétait le même effort. Je simplifie parce que dans la pratique c'est beaucoup moins rapide, mais si on répète, je vais prendre un exemple, si on enlève le facteur progression et qu'on répète par exemple 10 répétitions à 80 kg développé couché indéfiniment, à un moment il va se passer ce qui s'appelle l'immunisation. Nos muscles vont s'immuniser à l'effort et ne vont plus produire de micro-traumatismes et nos muscles ne vont plus avoir de raison de s'adapter. Maintenant, ce qui se passe pour des muscles
comme les abdominaux, qui est un très très bon exemple, c'est que lorsqu'on les travaille, souvent on ne les fait pas de manière très intense. On va faire un exercice en fin de séance ou 2 exercices, on va les faire en série relativement longue, et surtout ces exercices-là ne vont pas étirer fortement le muscle, ne vont pas fortement étirer les abdominaux. Or, on sait que ce qui produit le plus de traumatisme musculaire, ce sont les étirements avec du poids. Par exemple, si vous faites des crunchs pour les abdominaux et que vous ne faites pas par exemple du crunch à la poulie haute qu'on avait vu dans, je crois que j'avais fait une vidéo sur le meilleur exercice abdominaux où je montrais justement comment étirer les abdominaux à la poulie haute et en même temps mieux les raccourcir qu'avec des crunchs classiques. Je mettrai un lien sans doute quelque part. Et ben, si on se contente d'exercices qui n'étirent pas, qui sont que des exercices qui vont avoir qu'une phase concentrique, qu'une phase de raccourcissement sans étirement, en fait les micro-traumatismes subis par nos muscles sont réduits. Ce qui explique que là, forcément, si les micro-traumatismes sont réduits et qu'il voit, il n'y en a pas du tout, limite, parce qu'on ne force pas du tout en plus sur ces séries-là, donc même la contraction concentrique, entre guillemets, le raccourcissement ne va pas produire de dégâts, on peut effectivement répéter l'effort tous les jours ou presque, sans aucun souci. C'est un peu la même chose qui se passe pour les avant-bras, des muscles qu'on pourrait soi-disant entraîner très fréquemment. Dans les faits, quand on entraîne les avant-bras, si certains les travaillent, tout le monde ne les travaille pas. Actuellement, je les travaille plus trop directement, mais pour le moment, je les ai travaillés à fond. Notamment quand j'avais fait une vidéo sur le bras de fer avec Alan qui m'a inspiré cette question. Pareil, si vous n'avez pas vu cette vidéo, franchement, il faut la voir, elle est super. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on travaille les avant-bras, en fait, pareil, il n'y a pas d'étirement. On va avoir les poignets comme ceci ou comme ceci, mais l'étirement des muscles des avant-bras est très réduit. Et comme il est très réduit, en fait, les traumatismes sont proches du néant. C'est ce qui s'explique, notamment, on en parlait avec Alan sur les forums Superphysique, que des personnes qui ont des métiers manuels ne se posent pas de question de la récupération de leurs muscles aux avant-bras et ont pourtant des gros avant-bras, une super poigne, etc. toute la journée. Par exemple, si vous êtes mécanicien, toute la journée à cirer quelque chose. Si vous êtes menuisier, si vous avez un métier vraiment manuel que vous faites vous-même, et ben ça va développer, si vous avez le potentiel musculaire pour, bien évidemment, vos avant-bras, alors que vous allez les travailler tous les jours. Et même en musculation, ce qu'on se rend bien compte, c'est qu'on ne peut pas vraiment étirer les muscles des avant-bras par les exercices qu'il y a pour travailler, que ce soit des flexions de poignet ou des extensions de poignet, parce qu'il y a une articulation qui est plutôt fragile de base si on ne suit pas des étapes bien précises pour renforcer, c'est le poignet. Et donc en fait, on se contente de faire des mouvements qui sont surtout concentriques, surtout en raccourcissement et qui ne vont pas vraiment étirer parce qu'on veut éviter d'étirer le poignet et notamment tout ce qui va être ligaments et tendons qui peuvent être assez fragiles. Pour les mollets, c'est encore un peu plus différent. En effet, si on travaille véritablement ses mollets, comme je l'ai fait à une époque, je me souviens à 19-20 ans, je faisais les mollets avant les pecs, avant le dos pendant 45 minutes, c'était des séances de fou quoi. Et ben, on se chope des courbatures qui sont l'un des reflets des micro-traumatismes. On peut avoir des micro-traumatismes et ne pas avoir de courbatures. Hein. La sensation de douleur, si on peut dire ça comme ça, ne se ressent pas obligatoirement quand il y a un micro-traumatisme. Et ben, quand je faisais ces séances-là, j'avais des énormes courbatures. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, dont moi je fais partie aujourd'hui aussi, travaillent les mollets rapidement, font quelques séries en fin de séance. Et donc, évidemment, le stress infligé aux mollets est assez réduit, ce qui explique qu'on pourrait les entraîner plus fréquemment. Mais est-ce que ce serait plus efficace pour prendre du muscle? Là, je ne suis pas convaincu parce que d'une part, il manque ce qu'on a vu précédemment dans la vidéo, à savoir un temps sous tension globale dans la séance suffisant. Si on fait que 3 à 4 séries dans une séance, même qu'elles soient les plus intenses possibles, c'est rarement suffisant en termes de nombre de séries pour prendre du muscle, à moins qu'on soit débutant, qu'on débute la musculation, qu'on soit semi-débutant, ça fait quelques années qu'on en fait par intermittence, mais c'est pas suffisant et il faut faire plusieurs exercices. C'est pourquoi, pour moi, c'est pas du tout une question de fibre, de typologie musculaire, c'est vraiment une histoire d'exercice qui traumatise. Je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, il y a des sports où il y a zéro étirement lourd et c'est des sports où on voit des efforts effectués par exemple tous les jours. Si on prend l'exemple du cyclisme, on peut pédaler tous les jours et c'est très rare d'avoir des courbatures au niveau des cuisses. Pareil, si vous faites du kayak ou de l'aviron, si vous en avez déjà fait, vous allez voir, il y a une absence de phase négative et il n'y a qu'une phase concentrique, une phase de raccourcissement. Et c'est très
aussi rare d'avoir des courbatures. Et c'est ce qui explique que ces sportifs qui pratiquent ces sports-là répètent leur effort jour après jour et on a l'impression qu'en fait ils récupèrent jamais, mais parce que l'effort en fait n'est pas si intense que ça, du moins pour leurs muscles. Pour l'organisme c'est autre chose, mais pour leurs muscles c'est pas si intense, c'est pas si traumatisant et à force de le faire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une sorte d'immunisation musculaire qui se met en place, ce qui fait que nos muscles se protègent d'eux-mêmes de la dégradation, de la micro-destruction, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de surcompenser au niveau musculaire. Il y a une surcompensation énergétique, une surcompensation, je ne sais pas si on peut dire nerveuse, une surcompensation motrice, pareil, qui est nerveuse, voilà, mais une surcompensation cardiovasculaire au niveau général et local, mais il n'y a plus cette surcompensation musculaire parce que les efforts en fait ne sont pas suffisamment intenses et surtout qu'on les a privés de ce qui est le plus efficace pour faire des micro-traumatismes aux muscles. Il manque, si on reprend ces efforts-là, il manque une tension mécanique suffisante. Donc quand on fait du vélo, à moins de faire du sprint sur piste, bah, on a un braquet qui est assez facile, qu'on peut tenir très longtemps, donc il n'y a pas de tension mécanique suffisante. Le temps sous tension est extrême, mais comme il n'y a pas la tension mécanique et qu'on est loin de l'équilibre entre les deux pour la croissance musculaire, on est loin des 10-12 répétitions en moyenne dont je parlais tout à l'heure aussi, et qu'il y a juste la progression et le temps sous tension, bah ça, on voit bien ce que ça donne. Ça donne, j'abuse un petit peu, mais un physique de marathonien, parce qu'il manque la charge. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment un équilibre entre les trois pour prendre du muscle. Et c'est pourquoi c'est vraiment pas une histoire de fibre musculaire, c'est plus une histoire de traumatisme. Maintenant, certains pourraient dire, bah alors pourquoi on ne fait pas ce type d'effort-là? Parce qu'on voit des cyclistes avec des super cuisses, on voit des mecs qui font de l'aviron avec un super dos, des super bras, on voit des mecs qui ont des métiers manuels avec des avant-bras énormes. Bah, tout simplement parce que il faut, pour pouvoir pratiquer ces sports-là pendant des heures ou faire ces métiers pendant des heures, il faut que ce soit son métier, qu'on n'ait pas vraiment le choix, voilà, qu'on ait le choix mais que ça fasse plaisir, ou alors qu'on soit passionné par ces activités-là, parce qu'il faut y passer des heures et des heures et des heures, ce qui en fait des activités beaucoup moins rentables en termes de transformation physique que la musculation en elle-même. Maintenant, cela nous amène à un fait important, ce qui explique que les meilleurs exercices pour prendre du muscle, souvent, ce sont les exercices qui vont étirer. Par exemple, il n'y a pas de comparaison possible entre des extensions de nuque pour les triceps et du kickback pour les triceps où il y a zéro étirement. Si vous faites des extensions de nuque, vous allez vite voir votre triceps gonfler, notamment la longue portion. Alors si vous faites des kickbacks, vous allez sentir qu'une heure après, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Pareil pour les biceps, si vous faites du curl incliné, vous allez sentir que ça étire. Donc l'amplitude sur ces exercices-là est vraiment adaptée, encore une fois, par rapport à votre morpho-anatomie, par rapport donc à votre longueur musculaire, vos longueurs osseuses. C'est tout ce que j'aborde dans le tome 1 et 2 de la méthode Superphysique. Je vous invite vraiment à faire votre analyse morpho-anatomique. Ça fait un petit moment que vous pratiquez la musculation pour éviter justement de faire des conneries et d'accentuer le risque de blessure. Mais voilà, il n'y a pas de... Quand vous faites du curl incliné et si vous faites du curl concentré, vous allez voir qu'après du curl concentré, une heure après, c'est comme si vous n'aviez rien fait ou presque. Alors du curl incliné, vous allez sentir vos bras pendant un petit moment si vous avez fait une bonne séance. C'est pareil si vous faites du rowing à un bras pour le dos, en décrochant bien l'épaule, et à la place, sinon, vous faites du tirage à la machine comme ceci, où l'étirement est réduit, vous avez le buste plaqué. Il n'y a pas de comparaison possible en termes d'efficacité. Et ça, c'est assez facile à comprendre en plus, pour corroborer tout ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'après cet exercice qui étire, vous allez normalement avoir des courbatures dans les jours qui suivent, des courbatures d'une part d'étirement, qui ne sont pas les plus agréables et pas les plus productives, il y a plusieurs types de courbatures, mais à chaque fois, il y aura une sorte de micro-destruction qui va se mettre en place. Si vous cherchez encore une fois la progression, vous êtes dans le bon rep range, la bonne fourchette de répétition. Et c'est ce qui explique qu'il y a des exercices qui sont vraiment plus efficaces pour construire du muscle que d'autres. Maintenant, il y a, et c'est là le problème, c'est que ces exercices-là sont les plus efficaces, mais ils sont également les plus traumatisants pour donc, nos muscles, mais aussi nos articulations et nos tendons. Et à mesure qu'on s'entraîne, qu'on prend de la bouteille, qu'on a de l'expérience et qu'on vieillit, on se rend compte qu'on supporte de moins en moins ces exercices, ce qui explique aussi qu'on a du mal, de plus en plus de mal à progresser à mesure qu'on vieillit et qu'on a de l'expérience parce qu'on ne peut plus forcer régulièrement ces exercices-là. On est obligé de les faire moins fréquemment pour pouvoir continuer à s'entraîner sans douleur, sinon on court à l'autodestruction. Mais en dehors de tout ça, ce sont les exercices les plus efficaces parce que justement il y a cette notion d'étirement
Il y a en plus sur lesquels on peut vraiment jouer sur les 3 facteurs de l'hypertrophie. À l'inverse, des exercices qui sont qu'en raccourcissement ou du curl concentré, on pourrait en faire tous les jours. Alors chez certains, ça peut marcher, ça peut donner des biceps, des gros biceps. Je me souviens d'une anecdote de Jean Texier dans je crois que c'était le tome 7 du guide pratique du bodybuilding, couverture bleue, pour ceux qui l'ont, qui expliquait qu'il avait un de ses potes qui faisait du curl concentré 3 fois par semaine, juste 5 séries, puis il avait des super biceps. Mais ça, c'est des exceptions. Et c'est comme pareil pour les cyclistes qui font par exemple le Tour de France, s'il y en a qui ont des super cuisses, vraiment des grosses cuisses, ce sont des exceptions. La plupart ne vont pas avoir des grosses cuisses parce qu'on se rapproche d'un effort donc non traumatisant et d'un effort, pour l'exemple des cyclistes, qui est très très long et sans tension mécanique, et donc une absence en quelque sorte de réunification de tous les facteurs de l'hypertrophie. Pour ceux qui s'intéressent d'ailleurs à ce sujet-là, j'avais fait un podcast Superphysique, vous tapez Superphysique Podcast, les 3 facteurs de l'hypertrophie par exemple sur un moteur de recherche, et comme Google, et vous devriez tomber dessus où on expliquait justement pourquoi c'était hyper important et pourquoi c'était obligatoire ou presque d'être dans ce bon équilibre, dans cette bonne, je sais pas comment dire, fourchette, rond, je sais pas comment on va dire ça, pour justement bien progresser. Mais voilà, en fait, tous nos muscles doivent être entraînés pour progresser avec une charge suffisante, un temps sous tension suffisant pour recruter justement ces fibres rapides afin qu'il se passe des micro-traumatismes sur des exercices qui sont assez traumatisants, afin de justement qu'on ait des micro-traumatismes, et donc la fréquence d'entraînement ne pourra pas être super élevée. On ne pourra pas en tout cas faire ça tous les jours si on souhaite progresser au mieux, parce que dans ce cas-là, on va vite avoir des petits problèmes. Mais si les exercices ne sont pas traumatisants, effectivement, on peut les faire tous les jours, mais c'est rarement le cas. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, j'étais un peu plus long que d'habitude. Je pense que j'oublie rien. Ah si, j'oubliais, pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin avec mes conseils, n'hésitez pas à vous inscrire à ma formation gratuite. Elle est à destination des pratiquants de musculation sans dopage. Et j'explique des choses, comme je vous ai expliqué aujourd'hui, qui sont peu connues et qui sont pourtant, je pense, importantes à comprendre pour mieux progresser et éviter de perdre du temps. Donc c'est gratuit, sans engagement. Je vous mets un lien sur la vidéo. Si vous avez des questions, vous souhaitez réagir à cette vidéo, ça se passe directement sous la vidéo également. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Mais je pense qu'elle était importante à faire parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent un peu sur cette fréquence d'entraînement en fonction des types de muscles et des typologies musculaires. Et en fait, c'est pour moi pas du tout ça. C'est d'autres causes dont on a parlé aujourd'hui. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!